Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Médien TV où je reçois aujourd'hui la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Madame Odile Renaud-Bassot, qui est en ce moment en visite au Maroc. Nous allons passer en revue dans cet entretien les principales réalisations du partenariat entre le Royaume et cette institution et également prospecter l'avenir de cette relation qui vient d'ailleurs de prendre une nouvelle dynamique grâce à une toute nouvelle stratégie quinquennale fraîchement lancée en 2022. Nous en profiterons aussi pour contextualiser ce partenariat qui doit adapter sa vision aux nouveaux challenges de notre ère. Bonjour Odile Renaud-Bassot et merci de répondre à nos questions. Bonjour. Alors commençons par le commencement, si vous voulez bien. Peut-être parlez-nous des sujets à l'ordre du jour de votre visite, mais aussi des ambitions de cette visite qui n'est pas la première du genre pour le Royaume. Alors l'objectif de cette visite est de faire un point sur les grandes priorités d'investissement pour la banque au Maroc. C'est effectivement pas la première visite que je fais moi-même en tant que présidente de la BERD, puisque l'année dernière, en mai, nous avons eu les réunions annuelles de la banque qui rassemblent donc tous les actionnaires de la banque, tous les pays membres de notre institution pour une réunion annuelle et donc qui ont eu lieu à Marrakech. L'année dernière, première réunion en présentiel après 2 années de Covid, donc c'était déjà un moment important qui a permis de valoriser aussi les actions de la banque au Maroc. Et donc là, l'objectif de cette visite est de faire un peu le point sur l'année 2022, ce qu'on a fait, et puis les perspectives pour les années à venir, dans un contexte où les enjeux sont importants. Il y a pas mal de défis dans un environnement justement où on sort, l'économie sortait du Covid. On a aussi un environnement géopolitique assez agité avec des prix qui a des conséquences sur les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation. Donc dans cet environnement assez chahuté, la banque est aux côtés du Maroc pour soutenir des projets qui facilitent le développement de l'économie, soutiennent l'économie, facilitent le développement du secteur privé et bénéficient aux citoyens. Et donc j'ai, à l'occasion de cette visite, rencontré d'ores et déjà aujourd'hui un certain nombre de partenaires du secteur privé, plusieurs banques, des institutions financières, des clients dans le secteur plus industriel. Et demain, je serai à Rabat où j'aurai des réunions avec des représentants du gouvernement, notre gouverneur, la ministre des Finances, la ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Équipement. J'ai aussi aujourd'hui rencontré le président de la région de Casablanca et demain je rencontrerai aussi le Premier ministre. Donc beaucoup de réunions de travail pour identifier nos priorités et les secteurs sur lesquels et les domaines et les projets sur lesquels on peut avancer le plus rapidement possible. Alors avant de parler des secteurs, juste pour rapprocher peut-être notre audience du mode opératoire, de comment la BERD travaille-t-elle aux côtés du secteur privé comme du secteur public. Si vous pouviez, Madame Odile Renaud-Bassot, nous rapprocher davantage de comment vous opérez cet accompagnement de projets de développement, soit-il de nature privée ou publique. Alors, notre métier, c'est de faire des investissements. Donc, on investit, on prête de l'argent ou on prend des participations en fonds propres. L'année dernière, on a fait un niveau d'investissement qui est parmi les plus élevés qu'on ait fait au Maroc, puisqu'on a investi près de 530 millions d'euros. Une grande part, 70% dans le secteur privé et le reste dans des projets publics ou de collectivités locales. Mais on apporte, en tant que banque, on apporte des financements, donc soit des prêts, soit des investissements sur les marchés des capitaux. Et par exemple, on a fait le premier investissement pour nous d'une émission de titres obligataires par une collectivité locale au Maroc, avec la cité d'Agadir, la ville d'Agadir, mais aussi des projets, par exemple, des financements, des lignes de crédit qu'on accorde aux banques qui elles-mêmes vont permettre de financer des PME qui ont des projets de développement, des PME qui veulent améliorer leur
performance énergétique, réduire leur consommation énergétique, développer des panneaux solaires, par exemple, pour leur propre production, mais aussi des lignes de crédit spécifiques pour soutenir les femmes entrepreneurs au Maroc, qui souvent ont plus de difficultés d'accès au financement, mais qui ont des projets qui sont crédibles et soutenables. Donc on finance ce type de projet, mais aussi des prêts directs à certaines collectivités locales ou des projets d'infrastructure. Par exemple, on a financé aussi la rénovation d'une unité de production d'une ferme éolienne au Maroc pour développer sa capacité de production et renforcer sa capacité de production. Donc voilà, des projets assez divers, de tailles assez différentes, et en parallèle au financement qu'on apporte, on peut aussi apporter de l'assistance technique pour, par exemple, renforcer la structure financière d'une entreprise ou définir une stratégie de décarbonisation de son activité ou aider des petites entreprises. On a un programme qui marche très bien au Maroc, qui est d'accompagner des petites et moyennes entreprises à travers du financement d'activités de conseil pour, par exemple, les aider à exporter, à se digitaliser, à renforcer leurs fonctions comptables. Et donc, c'est une fonction qu'on a aussi à Agadir et à Tanger, pas simplement à Casablanca où sont nos bureaux principaux, de soutien aux PME qui ont des projets de développement. Très bien, nous rappellerons bien évidemment que le Maroc, en plus d'être membre fondateur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, donc la BERD, est également devenu économie d'investissement de la banque en 2012. Alors, il y a beaucoup de challenges aujourd'hui qui se dressent devant le secteur privé. Bien sûr, cette inflation galopante, des risques de récession chez certains partenaires essentiels pour le Maroc, en plus de ce remue-ménage, j'ai envie de dire, dans la géopolitique mondiale qui impacte bien évidemment les activités économiques. Selon vous, quelles sont les perspectives de croissance pour ce secteur privé pour 2023, compte tenu de tout ce que je viens de citer, et surtout que l'essentiel des entreprises marocaines sont de petite et moyenne taille, voire toutes petites? Alors c'est vrai que le contexte macroéconomique présente des défis. En même temps, il faut rappeler que l'économie marocaine il y a une très forte croissance en 2021, post-Covid, avec un rebond très important, une croissance de plus de 7%. Et l'année dernière, en 2022, une croissance qui a quand même résisté, qui est restée positive, beaucoup plus limitée, certes, autour de 1,2, mais on anticipe plutôt une reprise de la croissance pour 2023. Donc il y a des risques qui sont liés aux risques liés à l'évolution de la situation en Ukraine et les prix de l'énergie. Les prix de l'énergie aujourd'hui ont connu une baisse sur les marchés mondiaux, mais il peut réapparaître des tensions dans un contexte où la Chine va aussi recommencer à consommer plus d'énergie puisqu'elle est sortie de sa stratégie zéro Covid. Donc il peut y avoir à nouveau des tensions, mais pour l'instant la situation s'améliore plutôt. Et de même que les risques de récession en Europe paraissent plus limité que ce qu'on pouvait craindre il y a plusieurs mois. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des risques, et il y a le défi de l'inflation qui est effectivement un élément nouveau. On avait on avait connu plusieurs années de faible inflation globalement dans le monde, et on a aujourd'hui une inflation beaucoup plus dynamique qui a conduit à un resserrement de la politique monétaire, ici aussi au Maroc. Et donc évidemment ça pèse de façon, l'objectif est de ralentir les poussées inflationnistes, mais ça pèse sur le niveau d'investissement, mais on reste quand même positif sur les perspectives de croissance, comme je disais, et la résilience de l'économie marocaine aux différents chocs qui ont été subis, qui ont été des chocs d'ampleur extrêmement importante. Et donc, malgré tout, le secteur bancaire, comme le tissu des entreprises, a bien résisté, a fait preuve de sa résilience. Il y a aussi eu
de façon positive des mesures de soutien ciblées du gouvernement qui ont aidé au moment du Covid, mais aussi dans la période récente, qui ont aidé les PME et les ménages à faire face à cette situation nouvelle et aux difficultés qu'elle pouvait créer. Donc je pense que le Maroc a vraiment la capacité, grâce à son dynamisme et de tenir et de rebondir dans ce contexte global un peu chahuté. On a parlé du secteur. Dans les signes positifs qu'on peut... Allez-y. Pardon. Je vous en prie, allez-y. Dans les signes positifs cette année, par exemple, on voit le rebond du secteur du tourisme qui est revenu à des niveaux plus élevés, même je comprends qu'avant Covid, mais aussi des flux d'investissement directs étrangers qui montrent aussi l'attractivité de l'économie marocaine. Et dans tous les... Je parlais des trains et des risques liés à l'économie mondiale et au nouveau contexte géopolitique, ça peut aussi créer des opportunités. On voit par exemple beaucoup de réflexions sur les questions de réorganisation des chaînes de valeur post-Covid, de rapprocher, de réduire la distance entre les producteurs, les consommateurs et de reconcevoir un peu les chaînes de valeur telles qu'elles existaient avant le Covid. Et le Maroc, compte tenu de sa proximité avec l'Europe et son accès au marché européen et aussi compte tenu de son accès au continent africain en général, peut être dans une position stratégique et ce qui peut être un facteur de développement des investissements et de développement du rôle du Maroc dans les chaînes de valeur internationales. Alors, développement des chaînes de valeur, peut-être commencerons aussi, en parlant de ces chaînes de valeur, par la plus essentielle et la plus vitale, celle agricole et alimentaire. On parle aujourd'hui on parlait il y a quelques mois à peine de souveraineté alimentaire, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu est la sécurité alimentaire. Avec ou grâce à ces projets que vous financez auprès du Maroc, quelle est la part justement qui est consacrée à la sécurité alimentaire, à encourager l'entrepreneuriat dans l'agriculture, dans la transformation du produit agricole? Alors on a effectivement une activité importante dans le secteur agricole, mais de façon globale. C'est-à-dire qu'on a par exemple financé des projets très importants dans le domaine de l'irrigation, dans la plaine du Seis et celle du Gareth, pour faciliter, et au Maroc, la question du stress hydrique est extrêmement présente. Et dans les défis du Maroc l'année dernière, en 2022, la situation et la sécheresse a été un des facteurs extrêmement importants qui a pesé négativement sur l'économie et sur le pouvoir d'achat du monde agricole, etc. Donc on voit bien que là, c'est un enjeu extrêmement important, l'irrigation, l'accès à l'eau, et on est tout à fait intéressé aussi à développer des projets et à soutenir des projets en matière de désalinisation, puisque c'est un des enjeux d'accès à l'eau et à l'irrigation pour le Maroc. Donc on a ces projets dans le secteur de l'eau et de l'irrigation. Et l'année dernière, on a aussi financé par nos investissements de flux commerciaux, donc import-export, qui ont été consacrés à 90% pour les biens alimentaires et produits agricoles, et donc ça montre l'importance qu'on attache à ce secteur. Autre secteur d'une importance tout aussi majeure, c'est le secteur énergétique et le cas de l'hydrogène vert pour le Maroc. Bien sûr, il y a une ambition forte du Royaume pour se positionner dans cette industrie nouvelle. On voit ici et là qu'effectivement, beaucoup de pays, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, beaucoup de pays sont en train d'innover pour se positionner dans ce marché d'hydrogène vert. Peut-être déjà une vue d'ensemble et votre évaluation de ce positionnement marocain, d'autant plus que c'est une ambition qui est portée par le plus haut niveau de l'État, par le souverain lui-même. Donc aujourd'hui, quelles sont les ambitions d'investissement dans l'hydrogène vert au Maroc? Alors,
On est très intéressé au financement des projets d'hydrogène vert et je pense effectivement que c'est une technologie qui va se développer parce que c'est la seule façon de stocker, c'est une façon très, très importante, qui sera très importante dans le futur probablement pour stocker l'énergie produite par les énergies renouvelables. Mais pour développer l'hydrogène vert, le développement des énergies renouvelables est un préalable absolument indispensable. Le Maroc a été précurseur en la matière et a des ambitions très importantes. Et je pense que l'impact de la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie qu'on a connue en 2022 ne fait que rendre l'accélération de la décarbonisation des énergies et le développement des énergies renouvelables, la transition énergétique, d'autant plus indispensable, nécessaire et urgente. En plus des objectifs effectivement très importants d'atteindre les objectifs définis par l'accord de Paris. Et le Maroc a toujours été un pays très proactif depuis aussi la présidence de la COP22 sur ces sujets. Donc l'agenda de décarbonisation, de développement des énergies renouvelables est pour nous tout d'abord une priorité au Maroc et on a des investissements en la matière et on souhaite en faire plus. Et ça rencontre les priorités du gouvernement, mais aussi des acteurs du monde économique qui réalisent que ça sera un facteur de compétitivité dans le futur. Ceci constituera une base très importante pour le développement de l'hydrogène vert et on voit effectivement un très grand intérêt d'investisseurs. Le Maroc a des atouts très importants pour ce faire, puisque accès très facile à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. On a financé, alors on est encore dans une phase de démarrage de projets dans ce secteur. On a financé tout récemment un projet en Égypte un peu expérimental en matière d'hydrogène vert et on souhaiterait vraiment, on est tout à fait disposé pour faire la même chose et travailler sur ce sujet au Maroc qui, comme je disais, a des atouts très importants et un atout particulièrement important et l'importance de l'industrie du phosphate avec l'OCP au Maroc. Et donc il y a une industrie qui peut être utilisatrice et acheteur d'hydrogène vert, mais aussi les liens qui existent pour les connexions qui existent avec l'Europe en matière électrique qui aussi constituent un débouché important. Donc voilà, le Maroc a beaucoup d'atouts et est dans une très bonne position pour s'emparer de cette nouvelle technologie qui est encore dans une phase d'amélioration et de progression. Donc on n'a pas complètement, il y a encore des progrès à faire en matière de coûts, mais c'est effectivement un domaine extrêmement prometteur pour le pays. Autre domaine très prometteur pour le pays, Madame Renaud-Bassot, c'est celui du numérique et du digital. Alors effectivement, il reste beaucoup à faire. Quels sont selon vous les leviers à déclencher pour avancer et pour peut-être accélérer cette transformation numérique, transformation digitale de l'économie, des acteurs économiques au Maroc, et quelles sont les actions entretenues en partenariat avec l'institution que vous représentez, que vous présidez, Madame, celle de la Beurt? Alors le digital est effectivement l'une des trois priorités. La BERD a trois priorités horizontales qu'on décline aussi au Maroc. C'est la transition écologique énergétique, l'inclusion, qui est l'inclusion des femmes et de façon générale plus l'inclusion des jeunes dans la société, l'accès à l'emploi. Et la troisième priorité, c'est la digitalisation, parce qu'effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, et aussi post-Covid, avoir accès aux technologies digitales, être capable d'exporter par le biais de systèmes Internet, mais aussi permettre à toutes les entreprises de digitaliser leur système d'information est un élément très important de compétitivité. Ça suppose d'avoir d'abord des infrastructures digitales importantes, une bonne couverture du pays, l'accès au réseau Internet facile et à des
des bonnes conditions. Et ensuite, c'est dans tous les secteurs de l'économie que doit se développer cette digitalisation de l'activité, qu'il s'agisse du secteur bancaire ou du secteur des PME. Donc la banque développe des programmes en la matière et souhaite développer des investissements. On a intégré cette priorité dans nos activités avec le secteur bancaire et on soutient également des entreprises par notre fonction de conseil et aussi des entreprises à fort potentiel de croissance dans ce domaine-là. Donc, on a un programme Star Ventures qui vise à soutenir des entreprises qui ont un peu comme qui sont des start-up avec fort potentiel de croissance et qui vont contribuer à développer la digitalisation dans le pays. Une dernière question, parce que depuis tout à l'heure, nous parlons effectivement beaucoup de projets d'investissement, de beaucoup de financements. On rappellera ce chiffre important, un demi-milliard de dollars plutôt, qui a été investi au Maroc l'année dernière. C'est quand même un montant conséquent quand on pense au montant global de 4 milliards d'euros investis au Maroc, donc par la Bird depuis plus d'une décennie maintenant. Il y a aujourd'hui un contexte de guerre, notamment en Ukraine, et les besoins en financement. Est-ce que cela ne risque-t-il pas d'impacter les besoins en financement ou les financements destinés à d'autres parts ou d'autres pays que couvre votre institution, la Bird? Alors, de notre point de vue, pour la Bird, pas du tout, puisque en fait, on a cette année apporté un financement important à l'Ukraine, avec des montants d'investissement qu'on n'avait jamais réalisés dans le pays, 1,7 milliard de financement dans le pays, en Ukraine, mais aussi des montants quasi historiques et des niveaux d'investissement qu'on avait réalisés au Maroc que dans le cadre du Covid. Donc avec un niveau, comme vous le disiez, on a une très forte accélération de nos investissements dans le pays, plus de 500 millions de dollars comparé à 4 milliards depuis 10 ans. Donc on voit bien que ça correspond à une accélération très importante de nos investissements. Donc il n'y a pas d'effet d'éviction. De notre point de vue, on apporte le soutien qui est nécessaire et on finance les projets qu'on peut développer dans le pays, tout en apportant un soutien à l'Ukraine et aux pays qui ont été également dans la région directement affectés. Donc il n'y a pas c'est pas l'un ou l'autre. On arrive à faire l'un et l'autre, et c'est une priorité stratégique qu'on a définie dès le début de la guerre, c'est-à-dire d'apporter un soutien à tous les pays qui en ont besoin et de continuer à les accompagner en ciblant aussi là où les besoins sont les plus importants, en adaptant notre financement à la nature des besoins. Et par exemple, on a fait dans certains pays, dans certains cas, des financements un peu exceptionnels de liquidité pour répondre à des besoins très spécifiques dans une situation de crise. Et c'est ce qu'on a pu faire cette année au Maroc, vraiment d'ajuster et d'augmenter nos financements pour aider nos clients et plus globalement le pays à faire face aux défis de la situation. Merci beaucoup Odile Renaud-Basso. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.